l'organisation. Maintenant, je voudrais savoir qui ou quoi est à la tête de l'organisation, comment elle est structurée, comment elle est financée. Et puis, après, bien évidemment, si vous avez les moyens de faire remonter des choses au gouvernement, c'est très bien. Première question. Deuxième question. Vous avez parlé, il faut sortir de l'Europe. Est-ce qu'il faut sortir de l'Europe pour tout dans l'euro ou pas? Et troisième question, vous avez un référendum en cours. Mais la question risque de tomber à plat si vous avez une réponse à 49-51 ou à 51-49. Est-ce que la question est la bonne? Voilà, c'est tout. Vous pouvez me répondre. Merci de vos questions. Alors, pour répondre à votre première, quelque part c'est plus facile. Je suis à la tête de ces réseaux. En particulier le premier, c'est le réseau fondateur. Deux autres qui se sont affiliés, mais les affiliations de ces réseaux sont tenues quand même à nous tenir informés. Donc à l'absolu, j'ai un droit de veto. Donc j'ai un contrôle total à ce niveau-là. L'organisation, en définitive, financée par qui? Par moi, ces 18 dernières années. Alors, je ne sais pas, à Dinan, ils étaient très au courant d'un livre que je comptais sortir en octobre 2019 qui s'appelle Le Créancier. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de cela. C'est un livre que je comptais présenter, et non pas d'une façon timide. Sachez que mon intervention d'octobre 2019 avait été programmée pour juin 2019, à savoir TF1 aurait été contacté, justement, comme beaucoup de médias sont contactés, sauf que c'était TF1 en disant voilà, on aura un monsieur qu'il faudra qu'il soit au journal de 20h, tel jour au mois d'octobre. Donc, et voilà les raisons spécifiques. Donc sachez que moi j'avais une intervention qui était prévue, de toute façon elle aurait été prévue, que TF1 veuille ou pas, par rapport à la force du numérique, où je me présentais à 20h, au journal de 20h, ce jour-là, au mois d'octobre, et je présentais mon livre, justement, qui s'appelle Le Créancier. Il est écrit, il n'a pas encore été édité, loin de là maintenant. Surtout que je ne le sorte pas maintenant, parce que tout le monde dira, justement, il fait ça pour la promotion de son livre. Absolument pas. Et dans ce livre, explique l'historique, copie de certains contrats d'État, où j'ai décidé de mettre, donc une transparence totale. Et en plus, je réponds à vos finances, le titre, le créancier. Le créancier, pourquoi? Parce que, dès le départ, j'ai monté une structure avec ces pays de créance. C'est-à-dire que certains pays me doivent de l'argent, que je n'ai pas décidé d'encaisser, que j'ai décidé de mettre à titre de créance. Et ces créances, aujourd'hui, si je ne veux pas les encaisser financièrement, peuvent valoir un prix très fort, peut-être par rapport à certaines possibilités d'intervention à un niveau d'État. Donc là-dessus, tout est lié et préparé depuis pratiquement 18 ans, monsieur. Et en particulier ces 5 dernières années. Pour répondre à votre question de l'Europe, sortie de l'Europe, bien évidemment, le franc, bien évidemment. C'est une restructuration totale de l'organigramme étatique. Alors, tout le monde, chaque politique, et en particulier ceux qui vont se présenter aux prochaines élections, vont faire tout un débat aussi pas possible, faut, bien sûr possible. À partir du moment où on a le courage de restructurer l'entièreté. C'est sûr que si on sort de l'Europe et on remet le franc par rapport aux structures existantes, absolument pas. Par contre, si on restructure l'organigramme étatique par rapport au cahier des charges, et non pas des revendications qu'on donne, mais ces cahiers des charges représentent les revendications que vous demandez, à ce moment-là, à sortie de l'Europe, il n'y a aucun souci. Le retour au franc, sans problème. Et je peux vous dire, si ça se passe, dans l'année qui suit, il y aura pratiquement tout le pays européen. Tout le monde va suivre. Parce que personne n'a le courage de le faire. Pourquoi? Parce que l'Europe, c'est un bouclier idéal. Quand certaines mesures sont trop sensibles dans le pays, on s'en réfère à l'Europe. On appelle ça une politique de chien mouillé. Est-ce que, voilà, donc, est-ce qu'on est aujourd'hui dans une position de dire on ne veut pas de l'Europe par rapport à l'organigramme, par rapport à l'État qui est aujourd'hui? Non, bien sûr que non. Par contre, si on restructure cet organigramme, bien évidemment, et de toute façon, je vais vous dire, ça sera obligé que ça se fasse. C'est comme on n'arrête pas l'évolution.
peut-être si ça ne se fait pas maintenant, ben ça se fera de toute façon obligatoirement. C'est comme il y a 10 ans, il y a 5 ans, on ne pensait pas qu'on pourrait avoir accès et faire autant de choses. Aujourd'hui, ce qu'il faut, et peut-être la France c'est peut-être plus difficile à accepter, par exemple contre un pays américain qui eux sont beaucoup plus actifs sur les réseaux, sur le numérique, etc. C'est une force irréfutable. C'est pour ça que j'ai dit l'avenir des politiques est circonscrit. Il l'est. Il y aura des politiques, mais ils devront faire avec ces gens qui, eux, établissent des cahiers des charges avec eux. Alors maintenant, on n'est absolument pas contre n'importe quel politicien. Quand un politicien s'assoit avec nous et défend les mêmes idées qui sont les nôtres, c'est-à-dire les vôtres, bien évidemment, on va l'aider. Si maintenant il y aurait un politique, imaginez, qui ne correspond pas à ce cahier des charges, et si ce politique est quand même affilié avec d'autres gens qui n'ont peut-être pas été très directs dans ce qu'ils ont fait dans le passé, ben à ce moment-là, on fait, vous savez quoi, hein, c'est comme casier judiciaire. Vous n'avez pas de casier judiciaire? Non, parfait. Votre nom, prénom, date de naissance. Ah, non, vous avez été interpellé là. Comment ça se fait que vous ne dites pas? Voilà, le numérique, force de l'information. Donc on ne peut plus se cacher derrière les structures aujourd'hui, à partir du moment où ces réseaux d'information ne se cachent plus et décident de donner l'information. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas si vous rigolez, mais ça veut dire, mais c'est ça. Ça peut être interprété d'une façon comme celle-là, ou peut-être rigoler d'autres choses, mais à l'absolu, c'est ce qui se passe maintenant. Donc, quelque part, le passif aujourd'hui devient actif comme votre passif est actif au niveau du gouvernement. On sait tout sur vous. On vous arrête, on vous met de côté, un simple policier, contrôle de papier, vous êtes sur le côté, il décide de vous menotter, il vous menottera, à moins que vous ayez une immunité diplomatique, là c'est différent, vous lui dites qu'on vous savez lire, je suis un ambassadeur, donc mettez-vous de côté. Et il se mettra de côté, il se pliera parce que diplomatie, hein. Rappelez-vous, changement aussi des accords un petit peu. Donc, et à ce moment-là, d'une minute à l'autre, on sait tout sur vous. Imaginez que cette même facilité existe pour les gouvernements. C'est lourd, hein. C'est lourd de conséquences. Voilà. Alors pourquoi ces gens-là n'auraient pas la même, ne devraient pas des comptes quelque part comme monsieur et madame tout le monde le doivent? Mais est-ce que vous pensez que ça changera quelque chose, ça? Parce que au gouvernement actuellement, les gens qui nous gouvernent, il y en a 3 quarts qui prennent des casseroles, ou même des gens condamnés. Il y a Juppé qui a été condamné, le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, il a entériné la loi anti-casseurs, ce monsieur-là. Parce que c'est pour ça qu'il est. Aujourd'hui, ils n'en ont rien à foutre, ils ont peur de rien, ni de personne. C'est le peuple qui va passer. Aujourd'hui, depuis combien d'années? Vous avez dit 50 ans ou plus, 60? Même 1789, Robespierre, la Révolution. C'était les rois, on leur a coupé la tête. On ne va pas couper la tête à qui que ce soit à la Concorde aujourd'hui. On est en 2019. On est en 2019. Par contre, on tire des LBD. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous dites, monsieur, oui, aujourd'hui. Référendum. Référendum. Sans ça, moi je vais vous dire, c'est là, et quelque part, j'espère que je n'ai pas fait une erreur, je la répète et je le dis, peut-être j'ai fait une erreur de communication inimaginable. Et j'en prendrai, croyez-moi, je paierai le prix très fort. Parce que si j'ai fait erreur, les 2 pays qui me cautionnent, on oublie, les réseaux, ce sont toujours les miens, ça, de toute façon, éventuellement je verrai comment faire, mais ce que j'avais prévu pour 2019, sur mesure, c'est un costume sur mesure, cravate sur tout. Aujourd'hui, non, parce que ce qui se passait, j'ai dit non, il faut que je saute, il faut que je les aide, parce que c'est pas possible, on meurt, etc. J'en ai fait un devoir. Aller sur le référendum, j'ai écrit une lettre, c'est un devoir moral. Voilà. Et alors, peut-être j'ai fait une erreur colossale, parce que vous savez quoi? Peut-être personne ne va suivre le référendum, peut-être il n'y aura plus de réunion, et peut-être je vais prendre la décision, c'est terminé, fini. Mais par contre, je ne serai plus là en octobre 2019, parce que je ne peux plus revenir, c'est fini. Parce que là, on dira, c'est quoi? Donc, je suis en train peut-être de me brûler tout ce que j'avais prévu. Et si c'est le cas, je verrai les conséquences. Non, mais c'est la question, oui ou non. La question, oui ou non, vous allez la prendre dans la figure, ça va être un argument. Faut-il que Macron s'en aille, oui ou non? Vous aurez 50%, 48% des gens qui vous diront oui, ou 48% des gens qui vous diront non. Alors, je vais vous dire, vous pouvez aller maintenant en direct.
On est à 89% oui. Oui, mais moi personnellement, je suis gilet jaune depuis. Ah, mais maintenant, c'est eux qui décident. Votre question, moi, je la comprends pas. Souhaitez-vous la destitution d'Emmanuel Macron? Mais c'est pas ce que vous vouliez. Non, aujourd'hui, moi, je veux que la façon de gérer notre pays change. Ah oui, mais... Demain, vous enlevez Emmanuel Macron, vous mettez qui à la place? Mais alors, c'est juste si vous avez écouté ce qu'on a dit là, ce que j'essaie, mais c'est là où je dis réfléchissez, informez, je vous donne des éléments d'information. Attendez. Mais votre question, elle est mal posée. Ah, mais non, elle n'est pas mal posée. Je ne veux pas Emmanuel Macron. Mais alors, votez, mais alors, madame. Non, mais il n'y a personne pour mettre à sa place. Alors, madame, si vous décidez de dire non, c'est votre droit. C'est pour ça que je ne veux pas influencer votre droit. Moi, ce que j'ai fait. Ce que vous comprenez pas, ce que je veux dire, c'est que demain, Emmanuel Macron s'en va. Oui. Qui gère? Mais je vous ai répondu, si vous avez écouté ce que je vous ai dit ces derniers, je vous donne quand même des éléments pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose en place et que justement à la prochaine. Il veut que Pardon? Il veut que le président Fillon. Non, mais il nous faut un leader. Non! Mais non, c'est le CNT qui prend la place. Voilà, vous avez parlé de Fillon tout à l'heure. Non. Un exemple. J'ai dit que Fillon devait être le président de notre pays. Et à la dernière minute, de par des informations qui avaient été données pour déstabiliser Fillon, Macron, qui a été élu au total à 22% des voix, sachez que le deuxième tour, les gens qui ont voté pour Emmanuel Macron ont voté contre Marine Le Pen. N'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Donc, si vous faites à la fin la comptabilité comme vous faites, comme tout le monde fait, comme moi je fais aussi, chacun fait sa comptabilité. Mais il ne reste plus que 22%. Donc on a aujourd'hui quelqu'un qui gouverne contre la grosse majorité des Français, mais il s'avère que le stratagème a fait que, et voilà, au même titre que on va arriver en 2022 et ce sera toujours la même chose, à moins qu'il y ait un réveil de conscience, des gens qui réfléchissent et qui disent, ben, tiens, il y a effectivement une possibilité aujourd'hui, suivons-la. Et qu'est-ce qu'on ne vous demande? Pas grand-chose, hein, de suivre aujourd'hui un référendum. Je veux dire, c'est juste prendre votre temps de voter oui ou non. Non, mais ce que je ne comprends pas, c'est ce qui, dans sa question, c'est tout le monde, effectivement, on a conçu avec cette ligne-là, préfère qu'il élire plus rapidement, mais pas pour y remettre quelqu'un qui ferait la même politique. Donc, et ce qu'il n'y a pas dans la question, c'est plutôt ça. C'est plus, oui, je suis pour la démission de Macron, à condition qu'il y ait ça. Je vais vous dire une chose, quand on sera à un stade où le référendum a vraiment une voix, parce qu'aujourd'hui, 10 000 voix sur 68 millions de Français, c'est inexistant. À ce moment-là, tous ceux potentiellement disponibles devront obligatoirement, parce qu'ils seront de toute façon, passer par ce cahier des charges. Obligatoire. Parce que même s'ils le refusent, alors là, ils savent que d'une minute à l'autre, ils peuvent être faits ou défaits. D'où la force numérique. Donc, quelque part, ce n'est pas menacé, c'est conseillé. C'est-à-dire, il y a une nouvelle tendance. Aujourd'hui, il faut la suivre. Monsieur Argillier, une vidéo, une question similaire qui vous a été posée, où une personne, identifiée si vous avez une question, qui est à la place. Il y a des gens qui vous ont posé une question. Est-ce que vous êtes quelque part en campagne? Et est-ce que vous vous présenteriez ou est-ce que vous feriez une campagne pour les présidentielles? Vous avez répondu non, mais par contre, si les gens me demandent de prendre le pouvoir ou de m'installer sur la place du président de la République, je m'y installerai si les gens me le demandent. Est-ce que vous avez répondu? C'est une vidéo que j'ai vue sur. Sachez, et je le répète, en direct, non pas en vidéo, jamais je serai en campagne pour être président de la République en France. Jamais. Parce que si on veut être président de la République en étant en campagne, c'est que quelque part, on n'a pas vraiment toutes les réponses. On est en campagne. Par contre, bien évidemment, au même titre, si vous, aujourd'hui, ou demain matin, les Françaises et les Français décideraient, moi, je suis fermé, on me tape à ma porte, on me dit, vous n'allez pas dire non, c'est ce qu'on voudrait. Je répondrai à tous les appels de toutes les Françaises et les Français, peu importe, président de quoi que ce soit, peu importe. Ils ont besoin de moi, je serai là. Et jamais je ferai une campagne. Oui, mais c'est peut-être la réponse que vous auriez.
Oui, mais c'est une grosse différence et j'espère que vous l'appréciez. Voilà. Oui, ok. Mais ça me déclare. Et croyez-moi, j'ai été enregistré et c'est net, clair là-dessus. Hein. Je voudrais rebondir justement sur les questions de tout le monde. Donc on imagine, le référendum passe et madame demandait d'y mettre à la place. Donc moi je fais partie d'un groupe qui s'appelle JG, notre délégation, et elle a pour but d'élire 2 représentants, 2 délégués par région, par département. Ces personnes sont mises devant une assemblée de citoyens pris au hasard, avec un panel très diversifié. Et ces citoyens éliront à ce moment-là 2 représentants, 2 délégués, et on leur donnera donc les fameux cahiers de doléances pour rapporter plus haut. Donc le but c'est d'avoir une structure horizontale, de façon à ce qu'il n'y ait plus quelqu'un vraiment à la tête de l'État, mais que tous les citoyens se prennent en main et portent nos revendications. Est-ce que c'est ce genre de structure que vous proposez avec notamment, on va avoir besoin de certains parlementaires qui sont encore bons, donc comme vous dites, il va falloir enlever ceux qui sont mauvaises qui être là. Le casier judiciaire, je pense que ce serait bien de mettre. Donc, garder certaines personnes du gouvernement pour pouvoir gouverner, parce que la France ne va pas pouvoir tout faire tout seul, plus ces fameux citoyens qu'on aura élus. Est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner? Écoutez, ça peut se faire, mais quelque part, est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. Je vais vous dire pourquoi c'est difficile de répondre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, depuis ces dernières 2 semaines, il y a une prise de conscience avec ce mouvement et beaucoup de gens disent que le mouvement s'effrite, beaucoup de gens disent, c'est pas moi qui le dis, hein, j'ai vu la tête du monsieur, il faut bien faire attention, c'est pas Philippe Argillier qui dit ça. Je constate des choses qui se disent. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai bien dit, bon, il y a quelque chose, on passe de 384 000 à 50 000. Une chose est certaine, même les gros porteurs, aujourd'hui réfléchissent. Et je peux vous dire quand même qu'on a établi un dialogue avec ces gens-là maintenant. Au départ, c'était uniquement avec Maxime, mais aujourd'hui, on est en train de voir. Donc, je crois que pour répondre vraiment à cette question, les prochaines semaines vont en décider. Parce que si effectivement on arrive, et ces gros porteurs finalement comprennent mon message depuis le départ, qui est de faire équipe et de s'unir, bon là ils comprennent de plus en plus. Maintenant ça devient effectivement... donc là c'est sûr que peut-être les choses vont changer, parce qu'il va y avoir pratiquement peut-être une seule structure. Les Gilets jaunes, c'est quoi en définitive aussi? C'est les Françaises et les Français. Donc, à 7 minutes de répondre à cette question, ce serait trop prématuré, mais je pense, c'est juste une opinion, c'est pas moi qui dis, hein. Mon opinion est que je pense que ce ne sera peut-être pas nécessaire. Peut-être que je me trompe, mais peut-être ça ne le sera pas, vu l'évolution des choses. Et qu'est-ce que vous pensez du général Villiers en attendant un gouvernement provisoire si on n'arrive pas à destituer un? Pas de généraux. Vous savez, je vais vous dire une chose, ces gens font partie des structures, alors par contre là, qui sont en train de se... Alors là, je peux vous dire, si les Gilets jaunes ne s'effritent pas, je peux vous dire que toutes les structures en place aujourd'hui, des gouvernements s'effritent de tous les côtés. Ça, je vous le signe. Hein. Donc c'est bon signe. Donc, aujourd'hui, maître en général, non. De toute manière, il sera jamais... C'est bien, il ne sera jamais institué. De toute façon, dites-vous bien que si c'est par rapport au référendum, on a quand même prévu dans la stratégie qui suivra, donc il n'y aura pas de généraux, de quoi que ce soit. Le but, ce ne serait pas de remettre quelqu'un de l'institution alors qu'il n'en fait plus partie. Bien qu'on aura toujours, excusez-moi, des généraux terre et mer, mais qui eux aussi devront respecter un cahier des charges. Il y a aussi un groupe qui s'appelle le CNT, j'en parle parce que ça m'a intéressé, le Conseil national de transition. Ça vous dit quelque chose? Oui. Français. Il se prépare à ça. Mais à faire la transition entre ce qu'on choisira
empêcher les gens de faire ce qu'ils ont commencé. La seule chose d'aujourd'hui, imaginez que voilà, vous êtes à Nice, vous allez à Paris, et vous avez fait depuis des années avec votre famille le chemin que vous allez faire parce que c'est le plus court. Et vous avez commencé à aller dans cette ville, et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui arrête votre voiture au parking, il dit non, allez sur cette autoroute, vous allez direct. Vous changez les plans. Vous dites, ah non, mais moi, voilà, en quelque sorte, tout ça existe déjà, mais on leur donne maintenant en disant, non, maintenant, il y a une autoroute. Voilà. Donc vous avez des plans déjà. Et nous, on est l'autoroute, et c'est pour aller au plus vite. Pourquoi au plus vite? Parce que le problème, et c'est là où j'en viens, et c'est là où quelque part, c'est pas que je suis contre les rassemblements. Ce que je suis contre, c'est le carnage de ces rassemblements. Parce que c'est toujours abstrait, mais comment peut-on même autoriser en France, et ça j'adresse directement Castaner, comment peut-il, lui, en tant que ministre de l'Intérieur, accepter qu'il y ait 25 grammes de TNT dans une grenade? C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et moi, à ce moment-là, moi, en tant que Philippe Argillier, je peux dire à M. Castaner qu'il n'a aucune place en tant que ministre de l'Intérieur. Et dans une situation comme ça, ce qu'on fait, on démissionne. Quand on n'est pas capable, mais d'envoyer, et là je ne suis pas d'accord, c'est vrai qu'il y a de la violence, et je l'ai vu, des gilets jaunes contre les policiers. J'ai vu très clairement la violence des policiers contre les gilets jaunes. Et les gilets jaunes qui se sont attaqués aux policiers, en ce qui me concerne, ne sont pas des gilets jaunes. Ce sont des groupes de casseurs qui viennent et qui se mêlent. À l'absolu, le mouvement des gilets jaunes est un mouvement pacifiste, total, qui veut juste ses revendications. Mais le problème qui se passe, c'est que vous mettez à l'intérieur des casseurs qui se mêlent à ces gilets jaunes, donc une confusion. Et je vais vous dire le gros problème qui se passe aujourd'hui, et pas à niveau national, à niveau international. Parce que l'association des Gilets jaunes au départ était très performante. Mais aujourd'hui, à l'étranger, à travers la communication, le mouvement des Gilets jaunes est associé à un mouvement de violence. Et c'est dommage. Exactement. Exactement. Madame, je vous en conviens, et c'est pour ça qu'il est important de remettre en l'heure avec le mouvement des Gilets jaunes, en insistant que c'est un mouvement pacifiste, point la ligne. Et c'est pour ça que je refuse à ce moment-là que de l'autre côté, vous avez vu les Gilets jaunes, est-ce qu'ils sont casqués, est-ce qu'ils ont des LBD, etc. Non. Mais imaginez les gens qui vous tirent dessus, ce sont ceux que vous payez. Les LBD, c'est vous qui l'avez payé. La balle, c'est vous. Donc il faut arrêter. On n'est pas dans un état de guerre. Donc moi, là où je ne suis pas d'accord, c'est que cette violence, cette contre-attaque sur le terrain du gouvernement n'est pas du tout appropriée par rapport à ce qui se passe. On ne tire pas sur notre population avec des LBD et on ne met pas 25 grammes de TNT dans une grenade. Alors quand j'entends dire, et c'est atroce sur les internets, celui qui a perdu de sa main, etc., on le dénigre, on lui dit que t'es un con parce qu'il fallait prendre. Mais il dit, mais je ne savais pas. Comment voulez-vous savoir? Est-ce que vous êtes chez vous à votre domicile? Est-ce que votre frère va vous jeter quelque chose? Vous n'allez pas prendre la balle? Mais quelque part, c'est une nation, on est tous des frères et des sœurs. Donc est-ce que ce sont des gens qui sont de notre propre famille qui nous tirent dessus? Excusez-moi. Quand on parle des violences, c'est bien là. Mais pourquoi, quand je dis vous, pas vous personnellement, j'attaque pas l'homme. Votre groupe, Europe, l'ONU, pourquoi il dénonce pas ces violences? L'ONU a des... L'ONU... attendez, il y a ces 24 dernières heures, écoutez l'ONU. Et l'ONU, pourquoi? Suivez bien, parce que si vous suivez vraiment tout ce qui se passe au niveau de la dynamique, non pas nationale, mais internationale, depuis cette intervention du 5 décembre et de ces réseaux et tout ça, il s'avère que d'un coup, de nulle part, les grosses organisations commencent à valider un petit peu ce qui s'est dit depuis le 5 décembre, en commençant par Nice. Je vous rappelle, Macron a dit « Ok, je ne vais pas raconter l'essence », il était 9h04, c'était ma première intervention à Nice, en direct. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que même les organisations contre l'ONU aujourd'hui réalisent que peut-être il va falloir aussi écouter et aller avec ce qui se passe. Et bien évidemment, ça va contre l'institution. Mais est-ce que aussi
c'est pas avec ce qui se passe, parce que dites-vous bien, tout ce qui est politique, les mouvements et institutions suivent. Hein. Il n'y a pas de. On parlait de Gaulle, il n'y a plus de Gaulle. Hein. Donc si maintenant le mouvement, le vent tourne à droite, c'est bien on va aller à droite. Donc bien évidemment, ils se sont positionnés, ça c'est ces derniers 24 heures, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, ils ont dénoncé. Ils dénoncent, ils font bien. Voilà. Mais c'est déjà beaucoup. Attendez, stratégiquement Regardez au Venezuela. Oui, attendez, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on ne peut pas, d'une minute à l'autre, changer tout ce qui se passe. On ne veut pas. Non, c'est ça. Non, justement. Mais maintenant, non, je suis pas d'accord avec vous. Aujourd'hui, vous dites que c'est une bombe, votre truc informatique. Tout le monde dit ça. Et bien au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, il pourrait changer. Au Venezuela, regardez. Je vais vous dire, monsieur. Au Venezuela, regardez. Mais attendez, le Venezuela, je le connais très bien. Je vais vous dire une chose. Le Venezuela, je peux vous dire, on a été contacté bien avant, justement pour voir si on pouvait intervenir en tant que consultant, pour savoir si on pouvait les aider. On n'a pas voulu s'en mêler du tout. On n'est pas au Venezuela, on est en France. Ah oui, et dites-vous bien une chose, que ce que vous me dites là, s'irait à l'encontre. L'organisation d'un État est organisée d'une façon avec un langage qui est codé et crypté. C'est pas en rentrant dedans qu'on fera quoi que ce soit. En France, c'est pas en sortant un document qui fait sauter le gouvernement que vous obtiendrez vos revendications. C'est beaucoup plus subtil que cela. Et c'est cette subtilité aujourd'hui que nous avons décidé de mettre en œuvre pour obtenir ces revendications. Parce qu'on parle le même langage qu'eux. Voilà le problème qui se passe pour eux et l'avantage qui se passe pour l'ensemble de la population. C'est plus subtil. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Monsieur Asselineau demande la destitution de Macron. Pardon? Monsieur Asselineau vous demande la destitution de Macron. Parce qu'il y a plein de manquements de la part de Macron. Il a trouvé un seul député qui a signé. Comment se fait-il que tous ces députés ne se prononcent pas, ni les sénateurs, ni tous les élus? Vous avez la réponse, je vais vous la donner. Parce que, non, mais justement, mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous ces députés, tous ces gens font partie de la même institution. Donc, mais il faut le temps. Parce qu'en définitive, on ne peut pas demander en quelques semaines de changer ce qui est établi depuis des décennies. On ne fait pas un putsch. Ce que c'est un putsch. Un coup d'État, c'est quoi? Un coup d'État, je vais vous dire à l'absolu. Bien qu'il a annoncé hier, je ne sais pas si vous avez suivi, un des Gilets jaunes a dit qu'il allait y avoir un coup d'État. Castaner a répondu, c'est de la mélogamie ou c'est une saga italienne. Je ne sais plus qui c'est. Chalençon. Un coup d'État, même s'il venait se faire en France, il ne durerait que quelques heures. Parce que la France est soutenue par des pays alliés. Donc il n'y a pas de coup d'État, il n'y a rien à faire, si ce n'est qu'il y a à donner pacifiquement une nouvelle direction, sans violence, où on demande aux gens de réfléchir et de prendre telle option qui sera la meilleure pour tout le monde, et en particulier pour ces institutions. D'où, et j'insiste, l'ONU qui ait réagi de cette façon-là, en ce qui me concerne, est un très bon signe. Sachez que, peut-être, bien sûr, ils n'ont pas pris des mesures, mais rien que de dénoncer publiquement et médiatiquement contre un pays, c'est la preuve. Comme toutes les preuves que je vous ai données auparavant, on ne peut pas les nier. On peut en discuter pendant des jours et des années, mais on ne peut pas nier les preuves. Juste pour répondre à ce que disait monsieur tout à l'heure, la presse et les médias, ils sont entièrement sous la coupe du gouvernement. Donc c'est facile de cacher les blessés, les morts. Il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas Facebook. Il y a beaucoup de gens qui ne se rendent même pas compte de ce qui est en train de se passer, parce qu'on n'en parle jamais dans les journaux, ni dans les chaînes principales. Il n'y a que quelques médias indépendants, comme le média, il y a des médias qui disent la vérité, mais ça ne touche pas grand monde. Quel est votre prénom? Odile, en commençant par moi. Vous m'avez vu une seule fois dans les médias? Non, mais les gens. Jusqu'au moment où ils vont plus pouvoir faire autrement. Alors là, ça va être le. Moi, ça fait que depuis 10 semaines que je suis ici, 5 décembre. Et je peux vous dire, jusqu'à présent, on évite, jusqu'au moment où on ne pourra plus éviter. Et alors là, ça va être l'effet contraire. Et aujourd'hui, bien sûr que non, parce qu'on dit, est-ce qu'il va positionner, est-ce qu'il va donner l'information? Bien sûr que non. Regardez, même localement parlant, c'est.
Mais madame, au jour d'aujourd'hui, tout le monde regarde, mettons, TF1, il ne faut pas y nommer, hein. Ça, tout le monde le sait. C'est que le problème, les gens, maintenant, tout le monde s'en fout. Donc, ça. Ben oui. Entre les deux chaînes, il y a tout le temps un degré d'accord. Madame Fou, Madame Fou. Ah. Oui. Est-ce qu'il y a une question? Vous avez parlé d'Europe, il faut quitter l'Europe. Alors vous dites à la fois que vous êtes soutenu internationalement, hein, votre stratégie est soutenue au niveau international, et parallèlement vous donnez, le fait qu'il faut sortir de l'Europe, qu'il faut sortir du franc. Alors je ne comprends pas trop. Voilà, c'était ma question. Totalement. Dites-vous bien que les... regardez ce que je dis. Non mais je parle par rapport à votre mouvement, je parle pas par rapport à... Ah, moi j'ai pas de mouvement. votre stratégie. Voilà, oui, attention. Parce que sinon, on va m'associer avec le mouvement des Gilets jaunes. Votre stratégie est internationale puisque vous êtes soutenu par des pays qu'on ne connaît pas parce que vous en avez le secret professionnel. Mais je dis, aujourd'hui, c'est quand même en contre-indication avec ce que vous dites de dire il faut quitter le... Pas du tout. Est-ce qu'il se passe ces dernières 24 heures avec l'ONU qui soutiennent aujourd'hui, qui parlent contre le gouvernement? Est-ce que ce n'est pas une tendance qui montre que même les grosses organisations comme l'ONU sont plus en diapason? Pardon? Ah, pas du tout. Comment ne peut-on on ne peut pas être soutenu alors que nous sommes ceux qui donnent la possibilité justement de cette ouverture. Dites-vous bien, et j'en reviens des choses concrètes, à votre avis, une organisation comme l'ONU, qu'elle puisse aller à l'encontre d'un pays comme la France sur des sujets qui sont plus que sensibles, qui est la violence dans le pays. Ça veut pratiquer. Si vous lisez le langage décodé de l'ONU, parce que vous avez le langage de la presse et le langage décodé en ce qui nous concerne et ce qui concerne donc les gens qui soutiennent ces revendications en France, c'est de dire l'ONU se met en parallèle avec nous. Hein. C'est une preuve. Une organisation telle que l'ONU n'aurait jamais annoncé médiatiquement qu'elle puisse être contre, même si elle le pense, un pays comme la France. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est que les pressions sont là. Et c'est pas n'importe qui, c'est pas le voisin du coin, ni le maire, ni le député. Hein. C'est l'ONU. Donc, il y a une tendance aujourd'hui qu'on ne peut pas réfuter qui est là. Pourquoi vous coalisez pas Mais ça fait que 10 semaines, c'est des stratégies, ça fait ça. Ce que j'essaie de vous dire, une maison, ça se construit comment? Est-ce qu'on met le toit avant de mettre les murs? Vous dites 10 semaines, 18 ans, 8 ans, je sais pas. Non, les Gilets jaunes, c'est 5. Non, mais je parle de vous, moi. Ah, mais moi, ma structure elle est prévue depuis 5 ans, elle devait sortir en octobre 2019. Moi, la mienne était planifiée. J'ai complètement mis ça de côté pour rejoindre les Gilets jaunes parce que je pensais que le 6 décembre, j'allais avoir autour de la table Éric Brouet, Ramous, Maxime Nicole, Tessilia, parce que Maxime était à mon domicile, il est venu 3 fois, il a fait 3 allers-retours. Donc moi je croyais que la communication allait se faire très rapidement, et au contraire dire bravo, merci, pourquoi les documents? C'est justement pour valider, vous voyez, on est vraiment qui nous sommes, on ne perd pas de temps, voilà. Et ça a été l'effet contraire. Au niveau de la communication, je n'ai jamais fait une aussi grossière erreur en ce qui concerne les activités, et ça va être parmi les gens qui font partie de mon peuple. Voilà. En définitive, au départ, de vouloir avoir aidé, je me suis retrouvé devant sortez-le. Oui, c'est la vérité, parce que c'est moi qui ai vécu ça. Excusez-moi. Excusez-moi, est-ce que j'ai... Pas tout à fait. J'ai fait... Maxime. Justement, je rebondis par rapport à ce que vous dites. J'ai une question. Si j'ai bien compris, ce serait une restructuration totale. Donc en fait, un changement mondial, puisqu'il n'y aurait plus l'Europe. On peut imaginer aussi des pays qui s'allient entre eux. L'Europe ne touche pas tout. C'est pas parce que la France sort de l'Europe qu'il y aurait un changement mondial dans le monde. Ça donnera une bonne idée de la tendance à suivre. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a donc des présidents. J'en fais le plan un petit peu pour essayer de comprendre. Il y a des présidents qui sont là qui ne devraient pas être là, comme Macron.
Donc effectivement, la violence augmente parce que les voix ne sont pas entendues. Et effectivement, vous arrivez, je veux dire, c'est une question, je le pose, ce que je soulève. Je veux dire, vous proposez, en fait, visiblement c'était déjà mis en place avant, un référendum qui en fait correspondrait à toutes nos questions, nos revendications. Peut-être, c'est vous qui décidez du référendum. Voilà, pour donc ça correspondrait donc à revenir aux valeurs que effectivement les Français et les autres personnes gilets jaunes dans les autres pays du monde souhaitent, c'est-à-dire plus de liberté, démocratie, pouvoir d'achat, entre autres. Et du coup, ça serait votre proposition, ce serait en fait donc de mettre on soit pour ce référendum, ensuite que vous preniez, pas vous personnellement, mais en tout cas les personnes qui souhaitent un changement profond, mettre en place donc une nouvelle, un nouveau monde, on pourrait dire. Mais ce sera, rassurez-vous, quand vous dites pas moi personnellement, ça restera quand même sous un cahier des charges qui a été établi pour rendre une justice dont j'en fais partie à 100%. Alors ma question, c'est en fait, tout ce changement intervient en une année, même pas quelques mois, même si ça a été peut-être pensé avant. Pour l'instant, rien ne s'est fait. Mais en tout cas, ça se ferait, vous parlez d'une date 2019. Ah non, confondez pas. 2019, c'était moi qui comptais me présenter aux Français en octobre 2019. Ça n'a rien à voir avec. Ça, c'est deux. D'accord. Par contre, par rapport à ce que vous disiez, par rapport à Maxime Nicole, qui n'ont pas reçu en fait le message en fait, de dire ah bah oui, tiens, ça serait la solution pour passer à autre chose pacifiquement. C'est ça. Non, mais il a reçu le message. Mais simplement, la position de Maxime Nicole, lui, il dit moi, je suis un donneur d'informations, je ne veux pas dire oui. Je ne veux pas forcer de quoi que ce soit, mais les choses ont tellement changé. En définitive, en ce qui concerne ces gros porteurs, il faut reconnaître, ils ont quand même un pouvoir. On ne va pas le nier. Quand il dit on va se mettre sur tel rond-point, tout le monde y va. Donc aujourd'hui, ce que je faisais appel, c'est en leur disant faites appel plus à votre conscience et est-ce que ces rassemblements pourraient être mis plus en place, plus stratégiques et plus lourds de conséquences par rapport à l'issue vis-à-vis du gouvernement. Ma question, c'est si ce référendum changeait en profondeur les choses. Voilà, on peut imaginer un nouveau gouvernement avec effectivement un confort de vie. Je veux dire, voilà, il y a les réponses, on change. Il y a beaucoup de choses qui changent, on va dans le bon sens. On a l'impression, en tout cas, qu'on va dans le bon sens. Vous parliez de la puissance du numérique qui aujourd'hui fait que vous avez cette possibilité-là en un temps record d'intervention sur une situation où il y a urgence. Après, quelles sont évidemment les garanties pour la population? La seule garantie qu'il y a, c'est l'essence du numérique qui justement peut servir et desservir, et sur ensuite la liberté de la population de chaque pays d'avoir quand même un regard toujours sur ce qui se passe et non plus laisser la main à une élite, un groupe, un cercle qui a un pouvoir total. Ce groupe, cette élite, ce cercle, aujourd'hui, vulgairement parlant, ils ont leur cul entre les deux chaises. Voilà, point à la ligne. Aujourd'hui, les donnes ne sont plus les mêmes. Les garanties, je vais vous dire, il n'y en a qu'une seule garantie qu'on peut vous donner. Si demain matin, vous faites votre plein d'essence avec une essence qui est hors norme au niveau du prix, tellement bas, si du jour au lendemain, les gens peuvent finalement avoir un frigidaire plein, parce que ce sont des images qui sont fortes, parce que c'est ça la vérité, ce n'est pas les grands discours, c'est quand on est devant la caisse au champ de Carrefour qu'il faut payer. C'est ça. Alors, si je peux finir, si vous avez demain matin cette possibilité d'avoir votre frigidaire plein et votre essence à un coût minime, avec une possibilité de vie,
ce sera la plus belle des garanties qu'on aura pu vous donner. C'est concret, c'est pas des promesses. Un homme politique qui va être président de la République va vous promettre ça, ça et ça. Aucun de ces réseaux ne promet quoi que ce soit. Eux, ils disent on va faire en sorte que vous l'ayez. Voilà. Donc c'est deux approches totalement différentes. La population sait qu'il y a de l'argent, qu'il y a ailleurs, qu'il n'est pas utilisé. Mais apparemment, pas tout le monde le sait. Hein. Donc là, on est asphyxié. C'est pour ça que je l'informe. Là, on est asphyxié, donc c'est vrai que la possibilité de pouvoir de nouveau avoir un pouvoir d'achat, de pouvoir un petit peu respirer, effectivement, c'est l'horizon. L'espoir. Voilà, c'est ça qui fait tous. Maintenant, en termes de garantie, Malheureusement, je... Vous dites que le gouvernement est en train de s'inquiéter aujourd'hui. Non mais attendez, vous parlez de garantie. Est-ce que je peux... Ça, du moins, c'est-à-dire... Déjà, la garantie, est-ce que moi, je vous ai garanti que mon référendum allait marcher? J'ai aujourd'hui... J'ai un égo, j'ai une fierté. Attendez, il n'y a même pas 10 000 voix sur le référendum. Croyez-moi, pour l'instant, je ne suis pas très heureux. Donc, je ne peux pas vous garantir que mon référendum fera quelque chose avec 10 000 voix. Par contre, si vous passez le mot et que beaucoup de gens votent et qu'il y a beaucoup de choses, bien sûr, là, je vais pouvoir vous apporter plus. Je ne suis pas le Messie, je ne suis pas la baguette magique. C'est ensemble qu'on fait les choses. Simplement, je dis, moi, ce que j'ai besoin de vous, c'est pas grand-chose. C'est de suivre. Je ne vous demande même pas d'aller vous rassembler sur un rond-point. Je vous dis d'appuyer sur un bouton, de voter oui ou non. Aujourd'hui, c'est ça que j'ai besoin. Là, c'est pas pareil. Oui, c'est prévu. Le RIC, je vais vous dire, bien évidemment, le RIC est dedans et je vais vous expliquer comment il a été dit. Je vous invite à regarder la locution. J'ai dit mais en définitive, ce qui aurait été bien, et que vous ne saviez pas, c'est que vous ayez déjà vu les évolutions du passé que j'ai fait, qui vous donnent toutes les explications. Je parle du RIC aussi. Donc, ce n'est pas le cas. J'ai dit que le RIC, il faudra le positionner par rapport à un timing. Et peut-être, dans le RIC, il y a des choses qui peuvent être faites, et c'est expliqué, court, moyen et long terme. Et le court terme, c'est d'imposer certaines choses qui sont dans l'immédiat, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Parce que le problème avec les politiques et les gens qui postulent à la présidence, c'est des grandes promesses sur des choses, et les gens, on les embarque sur des discours où, en définitive, personne ne comprend. On fait confiance. Mais une fois qu'il est élu, on revient au même chapitre. C'est la vie de tous les jours. Donc, cette vie de tous les jours, c'est nous qui faisons en sorte de pouvoir la rendre la plus concrète possible, et ça, ce seront nos garanties. Merci. Et la garantie. Au revoir, bonne continuation. La garantie sur le numérique est donc du coup très puissant là pour Bonsoir. une tendance. Allez-y, no problème. Excusez-moi, mais. C'est la question. La garantie, c'est aussi sur la puissance du numérique en fait, qui pour le coup peut renverser une tendance en. Elle renverse. Et du coup, ce pouvoir-là, qui va gérer ça? Je vous ai répondu tout à l'heure, je vais, pour une dernière fois, sachez qu'il y a eu une prise de conscience qui s'est faite il y a des années, et moi-même, je l'ai dit à Dinan très clairement, j'ai pris une décision personnelle, c'est des raisons qui me sont très privées, en ce qui me concerne, peut-être qu'un jour je les dirai, qui m'ont fait prendre conscience que j'avais quelque chose, je devais faire quelque chose. Voilà. Rendre des choses qui pourraient faciliter, donc c'est un devoir moral. Je suis motivé personnellement, non pas à but lucratif ou à but de quoi que ce soit, pour rendre une justice par rapport à ce que j'ai vécu dans mon vécu personnel. Voilà. C'est une mission personnelle. Pourquoi Je m'excuse, je vous entends. Pourquoi à l'origine c'était 2019, octobre 2019? Pourquoi octobre 2019 alors? Ah Pourquoi prévu depuis 5 ans et vous seriez été prêt en octobre
Bonne question. Pourquoi 2019? Alors sachez qu'en ce qui nous concerne, à partir du moment où la prise de conscience a été faite et qu'on a décidé d'aller de l'avant au niveau de l'information, si vous suivez, si vous suivez les dates que je vous ai données, j'ai arrêté le 31 décembre 2015. Hein. Les Luxe ont démarré en 2015, ensuite a été suivi 2016 et tout le reste. Donc il s'avère que ces années-là étaient peut-être en préparation pour justement permettre à un moment donné, qui avait été établi par ces structures, d'un timing qui aurait été octobre 2019. Pourquoi? Parce qu'octobre 2019, on est à 2 ans pratiquement de la nouvelle échéance de 2022, qui permettrait justement de donner aux Françaises et aux Français des éléments qui auraient changé les politiques qui se seraient présentées à vous. De par justement l'information en disant wow, il faut faire attention maintenant, on n'est plus tout seul. Apparemment, c'est un peu la police des polices. Vous savez, la police fait quelque chose et la police des polices. Le gouvernement n'a jamais eu de police de police. Alors, est-ce qu'on aurait... Alors, je ne vais pas dire, je ne vais pas avoir l'arrogance, loin de là, de dire qu'il existe la police des polices du gouvernement, mais il existe aujourd'hui. Donc, 2019, pourquoi? Parce qu'on était pratiquement à 2 ans des élections présidentielles en France. Et donc, ça aurait donné à ce moment-là, ça aurait fait, parce que l'approche n'aurait pas été le 5 décembre comme à Nice, ça aurait été quelque chose de très conséquent avec l'ouvrage de créancier, avec les médias, TF1 et tout ce qui suit, parce que de toute façon, à ce moment-là, ils ne peuvent plus faire autrement, parce que c'est au même titre qu'il y a eu tout ce qui s'est passé auparavant, ils sont obligés de fournir l'information, et à ce moment-là, d'établir très rapidement sur le territoire français, par rapport aux gens qui postulent, les conseiller, leur dire voilà, maintenant, nous on peut peut-être vous épauler, on peut peut-être vous, entre guillemets, sponsoriser, à condition que. Voilà ce timing. Okay, est-ce que j'ai répondu? Oui, et je vais pour moi ce que m'a pensé. Vous regrettez d'avoir peut-être suivi le mouvement des Gilets jaunes parce que du coup ça tourne pas comme vous avez voulu. J'ai dit, peut-être j'ai fait une erreur. Peut-être. J'ai pas dit que j'ai dit peut-être. Alors moi, personnellement, je pense que du coup c'est pas une erreur. Parce que... Vous pensez que c'est une erreur? Non, ah. Pas une erreur. Parce que ça nous permet déjà peut-être de réfléchir, d'abord, c'est ce qu'on fait. Puis on est nouveaux révolutionnaires, entre guillemets, on a commencé il n'y a pas longtemps, on s'habitue, on prend des choses, on développe, ça part dans tous les sens, pourquoi pas, ça change un peu. Puis je me dis, ça veut dire que vous nous seriez tombé dessus à coup de matraque au mois d'octobre 2019. Pas à coup de matraque, mais vous auriez eu beaucoup, effectivement. Mais alors la... Merci, et de toute façon, sachez que le créancier sortira à un timing bien établi. Je ne vais pas le sortir maintenant parce que ce serait la pire des choses à faire. Ils diront, il a profité de ça pour faire son livre. Voilà. Mais sachez que dans le livre, vous aurez copie, avec un peu de blanco obligatoirement, parce que certains contrats sont toujours actifs, comment on gère le gouvernement à l'extérieur. Et là, vous allez apprendre. Et ça, je me suis engagé, il sera. Au total, il y a 15 pages de copies qui font partie des consultants qui gèrent ces pays à l'extérieur. Et sauf cette fois-ci, ce serait sous mon nom Philippe Argilier et non pas à travers tout ce qui a pu exister aujourd'hui pour lancer l'information. Voilà. Qu'est-ce qui vous empêche finalement de sortir votre livre ou de faire émerger les données dont vous avez gardé secrètes en octobre 2019? De toute façon, vous n'avez rien publié, ni ici ni ailleurs. Enfin, j'ai regardé un peu aussi chez vos vidéos. Au niveau des documents? Oui, jamais. Vous n'avez jamais publié. Donc, il n'y a que Maxime Nicole qui les a vus. Ce qui était prévu pour octobre 2019 reste valable. Pas du tout. Ben, je vais vous dire, la stratégie d'octobre 2019, elle était huilée, préparée, arrivée, attendez, excusez-moi, en costume à 20h20 pour me présenter aux Français. Les Gilets jaunes, le 5 décembre, tout ce qui était imaginé, vous avez établi une structure bien ciblée par rapport à une stratégie, s'il vous plaît. Nathalie, je vous réponds. C'est Nathalie. Imaginez que vous avez préparé un repas de Noël avec telle personne, tel repas, parce que c'est ce qu'ils veulent, et d'un coup, à la dernière minute, on vous dit non, c'est pas une paella, c'est un couscous, il ne va pas y avoir 20 personnes, il va y avoir 300 personnes. Tout change. Voilà. Donc, ça va peut-être. Ce qui va me frustrer pour bien les gens ici, c'est que vous dites depuis des mois, j'ai quelque chose à dire, j'aurais dû le dire le 5 octobre. Mais je l'ai dit. Je ne le
ça, j'arrête pas de me tuer à dire. Attendez, moi je veux bien. Nathalie, si vous dites des choses à mon sujet, je l'accepte, à condition que vous ayez suivi à la lettre toutes mes allocutions. J'ai toujours répété, et je répète encore maintenant, il n'y a jamais eu l'intention de sortir quoi que ce soit comme dossier. C'est Maxime Nicole qui a sorti cette information et qui est partie en flèche. Et cette information, elle est collée à moi et j'ai du mal à m'en décoller. Et vous avez raison. Le créancier, mon livre, qui expliquait justement ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Quand vous allez lire mon livre, vous direz, ben oui, effectivement, une grosse partie, vous l'a expliqué pendant la réunion. Oui, mais j'aimerais savoir pourquoi il sortira. Alors, sachez que ce livre, de toute manière, va sortir. Mais Nathalie, moi, si demain matin vous dites, ok, je vais être dans votre communication, est-ce que vous pensez que ce sera un bon timing maintenant de sortir? Tout le monde, je suis fini. Ils diront, il a fait la promotion de son livre, c'est pour ça. Pardon? Vous avez des documents, vous n'avez pas de documents? Bien évidemment. Et ces documents qui étaient planifiés, programmés dans le livre, ne seront toujours dans le livre, mon livre ne change pas. Mais simplement faire la promotion de mon livre aujourd'hui, par rapport à ce que je vis depuis le 5 décembre 2018 avec les Gilets jaunes, mais j'arrête maintenant, c'est fini. Dans la minute qui suit, c'était un... Pardon? Mais ces documents-là, dites ça à Maxime Nicole, je n'ai jamais dit que j'allais mettre ces documents sur la table. Moi, je vous demande. Mais les documents sont là. Et au moins... Alors, je vous pose une question. Quel est votre prénom? Nicolas. Je mets le document, vous avez deux options. Et vous décidez, donc donnez-moi la réponse. Option 1, je sors le document. Option 2, je ne sors pas. Option 1, je sors le document, vous n'aurez aucune revendication parce que je dois partir. Option 2, je ne ressors pas les documents, mais vous aurez vos revendications parce que je veux rester. Vous choisissez quoi? Vous sortez les documents, bien sûr. Je vous ai demandé deux options. Non, vous ne m'avez pas répondu, répondez-moi. Non, c'est pas le temps, ça c'est pas bien, Nicolas. Parce que moi j'ai répondu à vos questions. Vous préférez option 1, option 2. Non, mais non, mais alors. Si ça pète, ça pète. Mais vous prenez option 1, ça pète, il n'y a rien qui est obtenu. Option 2, ça pète pas, et vous obtenez tout. C'est pas bien, vous n'avez pas répondu, moi j'ai répondu à vos questions. L'option 2 n'est pas sur le niveau. Pardon? L'option 2, on n'est pas sur le niveau. J'entends. L'option 2, on n'est pas sur le niveau. Ah oui, non, mais là, c'est... Non, mais là, on parle. Alors, attendez. Là, on spécule. Si vous êtes sûr de les obtenir, vous prenez option 1, option 2. Si, on est sûr. Vous prenez quoi comme option à ce moment-là? Vous prenez quoi à ce moment-là? Option 2? Là, je ne crois pas ici. Mais on pose une question. Moi, je pense, simplement. Ben alors, je vais vous dire, parce que... L'ONU, vous l'avez entendu ou vous ne l'avez pas vu peut-être? Vous l'avez entendu ce qui se passe? Alors, c'est pareil. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu dis quelque chose, il se passe rien. Mais vous vous rendez pas compte? Aujourd'hui, ça. Mais attendez, ça, c'est pas bien de dire ça. C'est énorme ce qui se passe. C'est la première fois qu'un organisme officiel... C'est la première fois que... Attendez, mais c'est pas ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est plus subtil que ça. Qu'il y a aujourd'hui un organisme officiel qui médiatiquement met le doigt sur un pays par rapport à un sujet plus que sensible, c'est énorme, croyez-moi. Maintenant que vous l'interprétez pas comme énorme, c'est votre droit, mais moi je peux vous dire à un niveau d'État, c'est énorme. Énorme. Exactement, parce que ce sont des machines qui sont tenues. Donc, moi j'ai répondu à votre question, vous n'avez pas voulu répondre à la mienne, c'est dommage. Non, c'était un ou deux, vous avez répondu ni l'un ni l'autre. Pas de problème, mais de toute façon, moi je vais vous dire à l'absolu ce qui se passe maintenant. C'est quoi cette réunion? À l'absolu, la réunion va se terminer, je vais partir, je vais retrouver ma réalité, vous allez retrouver la vôtre. On est d'accord? Vous allez ce soir peut-être prendre une douche ou pas, je ne sais pas, vous allez manger. Votre réalité, la mienne. Vous allez avoir face à votre conscience. Maintenant, ce monsieur, Philippe Angelier, je l'ai vu, est-ce qu'il nous a raconté n'importe quoi ou est-ce qu'on peut le croire? Vous êtes seul maître de votre décision. Moi, la seule chose que j'ai pu faire, moi, je vous en donne. Attendez, je vous donne le référendum. Mais qu'est-ce que vous... Mais attendez,
Mais attendez, mais laissez-moi le temps. Mais c'est plus subtil que ça, Nicolas. Mais Nicolas, c'est beaucoup plus subtil que ça. On est obligé, mais attendez, mais c'est pour ça que je suis là, justement, mais sachez qu'en 9 semaines, c'est déjà beaucoup. Est-ce que vous croyez que ça me fait plaisir, moi, de venir vous voir? C'est un tribunal pour moi. Vous, bien qu'à Dinan, ça se passe super bien. Mais c'est courageux pour moi de venir vous voir. Parce que je ne viens pas sur territoire, attendez. Si je faisais une campagne électorale, je viens, vous êtes 6 000 à Dinan, à chaque phrase que je fais, et on met la musique, et on met tout. C'est pas du tout. Moi, je viens ici, c'est pour me faire juger. Est-ce que c'est un vrai ou un faux? Vous croyez que ça me fait plaisir? C'est moi qui me mets dans cette position. Ben, croyez-moi que c'est pas facile. Et pour me mettre dans cette position, c'est que je dois vraiment avoir des vraies valeurs. Parce que ça me fait pas plaisir de me faire douter, de me faire insulter, de me faire dénigrer. Je dis pas ça, je parle pas de vous, je parle depuis le 5 décembre. Donc, moi, ma venue à vous, c'est que j'essaie de communiquer. Mais maintenant, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Mais sachez que c'est pas facile. Parce que quand je viens à ces réunions, c'est véritable comme si je viens au tribunal. On est là. Mais c'est pour ça que je suis là, pour y répondre. Mais ça prouve. Et c'est moi qui viens à vous. Mais ça prouve quand même une légitimité vis-à-vis de vous. Mais en tout cas, j'essaie de vous expliquer à titre personnel. J'essaie de vous expliquer à titre personnel. Voilà. C'est pas facile. Sachez-le, c'est pas facile. Et au niveau de la diffusion de votre référendum. Pardon? Ah oui, mais c'est une bonne Au question. niveau de la diffusion de votre référendum. Là, je suis sur Facebook, machin, je suis ami sur votre compte, Philippe Argier, machin. Il y a des diffusions en vous, là, toutes les 3-4 minutes, il y a une info supplémentaire par rapport à votre site Facebook. Par rapport à votre site Facebook. Oui. Si je vais sur le site Facebook. Mais sachez que je n'ai pas de contrôle, non, puisqu'il s'est mis, je ne sais pas. Après, c'est diffusé par l'administrateur de votre site. Enfin bref, il y a une diffusion toutes les 3-4-5 minutes. Est-ce qu'avec le pouvoir aujourd'hui Facebook, entre guillemets, est-ce que vous, ou je ne sais pas qui, quelqu'un qui gère votre compte, si je vais sur En Marche pour l'évolution avec Philippe Argier, d'accord? C'est un autre groupe qui a été créé où j'ai aucun. Sachez. Après, c'est les gens qui me soutiennent. Même si c'est pas le vote, c'est les gens qui me soutiennent, je pense. Il y a en tout cas, est-ce que ces gens-là, ils n'ont pas le moyen de faire diffuser votre référendum? Mais c'est ce qu'ils essaient. Sachez qu'il y a eu, Nicolas. Il y a 50, il y a 45. Mais maintenant, à votre avis, pourquoi j'ai. À Céline, j'ai demandé qu'une seule chose. J'ai demandé qu'une seule chose à Céline. J'ai demandé qu'une seule chose à Céline, c'est que ces personnes qui vont venir, est-ce qu'elles peuvent répercuter l'information? C'est tout ce que j'ai demandé. Voilà, moi sachez, vous savez Nicolas, 5 groupes ont été créés ces 10 derniers jours, où je ne sais même pas, on m'appelle, on dit il y a d'autres groupes. Donc c'est que ce sont des gens qui veulent participer, qui veulent m'aider, tant mieux. Mais moi seul, je ne peux pas y arriver. J'ai même pas 10 000 signatures sur mon référendum. Ben, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on essaie de faire. Et c'est là où les médias, c'est là peut-être que si les médias étaient présents, arrivé à un moment, ils pourraient être présents. Mais bien évidemment, j'ai besoin de ce soutien parce qu'aujourd'hui, justement, on arrête, on limite, on contrôle, on ne veut pas. Mais ça va arriver jusqu'à un moment où il pourront pas. Ben il a fait, hein. Non, mais regardez le dernier message, vous pouvez. Je vais vous lire. Attendez. Je vais vous lire le dernier message d'Éric Brouet. Vous allez voir, ça a été posté. Donnez-moi quelques minutes. Si ça vous intéresse. Ben voilà. Je suis en cabane. Vous savez ce que je vais faire? Je vais appeler Marc Thénault, qui est mon chargé de communication. Je lui demande qu'il me fasse parce que sinon je ne vais pas y arriver. Vous me donnez une minute.
appelez-le, demandez-lui qu'il m'envoie le dernier message Éric Bouet qu'il a mis sur France en colère pour le référendum. Et en plus, il dit, oui, c'est fini par Gillier, c'est comme ça. Et vous savez ce qu'il a dit, Éric? Il a même dit, bon ben, à l'absolu, même si je devrais perdre 60% de mon truc, je suis prêt à le faire. Et il l'a fait. Oui, mais c'est ce que je fais. Donc aujourd'hui, ils viennent. Donc d'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer. Donc, au départ, Eric était complètement. C'était pas possible. Hein, et moi, j'arrête pas de l'inviter, il continue s'il y a. Écoutez, ce que je peux vous dire aujourd'hui, et je vous donne une information aujourd'hui, sachez-le, et je vous dis vraiment la stricte vérité que vous pouvez vérifier peut-être avec ces gens-là si vous le connaissez. Je dis officieusement pourquoi, parce qu'ils m'ont demandé encore ces dernières 48 heures de ne pas ébriquer leur nom. Mais sachez que l'entièreté, je peux dire à 99% de tous ces gens se rapprochent aujourd'hui et demandent justement on va faire table ronde. Sachez-le. Je peux vous le garantir et c'est la vérité. Voilà, donc maintenant c'est sûr qu'ils font attention. Eric a eu le courage parce qu'il a mis lui et il a été. C'est pour ça qu'il a relevé, remis. Marc était continuellement, Marc Thénault avec eux au téléphone, il a dit je suis en train de me faire insulter de tous les côtés. Et Marc lui a dit fais ce que tu veux. Tu décides pourquoi, on n'arrête pas de te dire. C'est vrai qu'il a dû se rapprocher de Maxime, il a dû vraiment vérifier que ses contrats, tout ça, Maxime ne peut pas nier, il a signé un contrat de confidentialité. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc cette communication se fait, mais maintenant eux, à leur tour de la gérer aussi. Parce que c'est une révolution pour eux. On est compte qu'Éric Bouet a dit oui, c'est fini par Gillier avec 2 points d'exclamation. Il a dit ben oui, ben je prends. Why not? Pourquoi pas? Voilà. Moi j'ai une dernière question. Tout ça, ça va peut-être pas se faire avant les élections européennes. Qu'est-ce qui ne peut pas se faire avant les élections européennes? Je pars dans l'hypothèse qu'on n'a pas utilisé toutes les voies et qu'il va falloir qu'on ajoute aux européennes. Pour qu'on fasse barrage de Vous savez, ces élections européennes, tout ça fait partie de ce qui se passe. En fait, de toute façon, nous, je vais vous dire, on est nous, notre position aujourd'hui est une position de force. C'est-à-dire que c'est presque comme une puissance tranquille. On laisse faire. Parce que de toute manière, on sait qu'on a. C'est exactement comme si vous êtes au volant d'une Lamborghini sur l'autoroute et vous avez une Twingo qui vous double à 160 à l'heure. Vous la laissez doubler. Vous savez que... Pas de problème, merci. Comment c'est votre nom? Jérémy. J'espère que c'est un bon moment. Okay. Donc, c'est le coup de dire. Voilà, c'est ça. Oui, on peut bien. C'est une bonne question parce que c'est notre position aujourd'hui. C'est quand vous êtes vraiment assis dans une position de force, vous n'avez pas besoin de la montrer continuellement. Comme je vous ai dit, aujourd'hui vous êtes au volant de cette Lamborghini, vous laissez doubler la Twingo. Vous pouvez la Twingo pour vous faire 10 km devant. Si vous décidez d'un coup de la rattraper, ben elle sera comme mise à l'arrêt. Et elle sera... Mais vous décidez d'accélérer ou pas, c'est selon vous. C'est selon votre cahier des charges, non pas celle de la Twingo. Moi, je veux bien dire quelque chose en moment. Moi, j'appelle tout le monde à voter contre la reine, pour leur mettre des bâtons dans les roues, même si je suis contre l'Europe. Je vais quand même voter pour un parti d'opposition, mais je voterai contre la reine. Mais ça serait bien d'avoir une consigne de vote pour... Moi, je veux pas la consigne. Ça, c'est ma consigne. Les pays qui nous soutiennent, admettons qu'on y arrive, qu'on mette tout en place, qu'est-ce que ça va leur apporter eux par la suite? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Ouais.
Est-ce qu'ils vont se dire, bon, on leur doit quand même quelque chose, est-ce qu'ils vont vouloir interagir? Vous leur devez rien, ces pays. Simplement que les nouvelles mesures en place remettront une justice peut-être chez eux aussi, qui n'a pas été jusqu'à présent de par la politique actuelle. D'accord. Et des pays qui souffrent. Oui. Et des pays qui vivent justement à travers cette corruption et qui aujourd'hui en ont marre. Mais malgré tout, ce sont des pays et ce sont des présidents. Donc ces pays qui soutiennent le président lui-même, s'il arrive aujourd'hui à l'Élysée, les Russes seront bloqués parce qu'il est malgré tout le président d'un pays. Mais aujourd'hui, beaucoup de pays comme vous souffrent d'une corruption d'État. Voilà. Et beaucoup à cause de nous. Mais en quelque sorte, c'est en soutenant le peuple français, ils soutiennent en quelque sorte un équilibre qui va être rendu aussi chez eux. Voilà. Parce que croyez-moi que la corruption est en dehors aussi des frontières. Est-ce que j'ai répondu à tout? Jamais. Pour des pays, ça n'a rien à voir. Je n'ai jamais été un consultant pour un parti politique. J'ai été un consultant pour des pays. Je vous dis comment ça se passe. Pays A, pays B. En particulier sur l'Afrique. Voilà. Vous parlez des revendications, eux, ils ont des cahiers des charges. J'ai un pays en particulier qui veut faire certaines activités dans le pays B. Le pays B, le cahier des charges du pays A ne correspond pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un cabinet de consultants qui arrive. C'est un peu comme un avocat. Il connaît le pays. Voilà. Il connaît le pays A, il connaît le pays B. Il connaît très bien dans le pays B, par exemple, surtout l'ego de ce président, parce que dites-vous bien que la plupart des lois, dans certains pays, sont faites par rapport à l'ego de la personne qui le dirige, non pas par rapport aux besoins du peuple. Ça, c'est encore deux choses. Donc, le consultant connaît très bien ce président et son ego, et le pays A, qui est plus un pays de l'Europe, où malgré tout, il y a énormément d'ego, donc lui, il va dire, vous savez quoi? Moi, je vais prendre un peu du A et un peu du B, et je vais faire un dossier. Donc, voilà. Et ce dossier, il le profite par rapport à ce qu'il connaît du A et du B. Il le montre A, il le montre B. Vous êtes d'accord? C'est bon. Il ne l'a pas fait par rapport au président, c'était par rapport aux priorités du pays pour s'investir l'un dans l'autre. On ne participe pas à une élection d'un président, on ne sponsorise pas un président, on facilite les négociations d'un pays à un autre par rapport à leur cahier des charges, parce qu'aucun pays n'a des revendications. Et donc là, vous pouvez dire que les Gilets jaunes, c'est un pays A ou non? Pour moi, en ce qui concerne, si vous lisez ma lettre aujourd'hui à Emmanuel Macron, vous pouvez la lire, il y a deux pays. Il y a le pays des Gilets jaunes, qui est la France, et il y a le pays de son gouvernement qui représente la France. Voilà. C'est une grande différence en étant la France et en le représentant. C'est en ce qui concerne, je l'ai mis noir sur blanc, et elle est, vous pouvez la voir, elle est sur le référendum. Une dernière question. C'est pour ça qu'il y a une révolte. Et une perte de patience. Vous parlez d'un référendum, donc ça repousse encore. Alors, toute révolution dans l'histoire a réussi lorsque les policiers ont baissé les armes. Et les policiers baissent leurs armes lorsqu'ils reçoivent l'ordre de la hiérarchie. Pour avoir le... Voilà, alors si vous parlez de révolution, en ce qui nous concerne, on parlera d'évolution exécutive immédiate. Je ne veux pas utiliser le mot révolution. Alors, et donc, évolution exécutive immédiate, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle nous prenons ce référendum qui fait partie de cette stratégie avant les Gilets jaunes, qui, elle, nous le savons, a une puissance de frappe inimaginable par rapport au gouvernement qui existe aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on essaie de passer très rapidement. Des voix, je ne peux pas être plus rapide, si j'avais déjà 10 millions de voix là-dessus, mais maintenant, si on ne suit pas, je ne peux pas, moi, faire plus. C'est ça que j'essaie de dire. Je ne vais pas, moi, voter 500 000 fois sur mon référendum. C'est pas adresse IP une fois. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire pression sur la hiérarchie policière pour que Mais là, attendez, la hiérarchie policière, c'est l'État. Il faut mettre Boris à la place. Vous m'avez entendu ce que j'ai dit? Vous m'avez entendu ce que j'ai dit? Vous avez entendu le message que je... Et Macron joue le pourrissement des mouvements
de l'Intérieur n'a qu'une seule chose à faire, c'est démissionner. Donc je ne peux pas être plus clair. Après 12 morts et des blessés, et certains handicapés à vie. Mais maintenant, je ne peux pas... Moi j'ai juste une question en termes de... Parce que tous les ans, depuis la LGPP, M. Sarkozy, qui a viré tout un pan de fonctionnaires militaires, policiers, gendarmes, justice, etc. Il a ramassé une masse d'argent. Et vous savez principalement où il a laissé cette masse d'argent dans les primes données aux fonctionnaires et aux très hauts fonctionnaires, qui vont de 40 000 euros à 60 000 euros selon les hauts fonctionnaires. Et c'est ces gens-là. Alors, ne comptez pas sur eux. Ne comptez pas sur eux. Et eux ont, vulgairement parlant, aussi leur cul entre les deux chaises. Est-ce que tout est bon? Juste une question. Il faut attendre d'avoir combien de voix positives, de signatures, 8 pour le référendum, pour pouvoir penser à mettre quelque chose en place? 15%. 15% du peuple électoral français? Exactement. C'est pas beaucoup, hein. Mais on en a aujourd'hui 10 000, 9 000. Est-ce que j'ai répondu à vos questions?